Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo cybersécurité sur la thématique du forensic. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil que j'apprécie particulièrement, il s'appelle Volatility. Mais avant de vous le présenter en détail et savoir à quoi il sert, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Alors Volatility, c'est un outil qui permet de faire de l'analyse de mémoire. C'est pour faire du forensic à froid. Il existe deux versions de Volatility, une numéro 2 et la version numéro 3. La version numéro 2 est beaucoup plus ancienne et beaucoup plus complète. J'ai commencé à travailler dessus avec et franchement, je la préfère. La version 3 est censée être beaucoup plus simpliste, mais il manque encore beaucoup de plugins dessus. L'avantage de Volatility, c'est que c'est écrit directement en Python, donc c'est globalement assez simple à utiliser. Les commandes ont vraiment évolué entre la version 2 et la version 3. C'est pour ça que je vous invite à regarder des cheat sheets dans lesquels vous pouvez retrouver l'ensemble des informations. Par exemple, ici, cette commande pour avoir l'image info, elle est passée en windows.info. Donc en fonction des sites sur lesquels vous tombez, vous devrez peut-être traduire certaines commandes. Moi, je vais vous montrer comment déjà l'installer, comment l'utiliser et après, vous verrez les différentes différences entre la version 2 et la version 3. La première chose à faire, effectivement, c'est déjà d'avoir un Linux ou un Windows et d'aller sur le site de la volatilityfoundation.org. Ici, sur la version 2, vous pouvez récupérer soit le source code zip, donc c'est du Python, soit la version standalone si vous n'avez pas envie de l'installer. Pour la version 3, vous avez directement ici le source code que vous pouvez utiliser. Donc nous, on va récupérer d'abord le zip qui est présent ici et on va l'installer. Donc là, je suis dans un dossier où j'ai récupéré le volatility.zip que j'ai unzippé et dedans, j'ai l'ensemble de ces documents. La première chose à faire, ça va être de faire un pip install -r requirement.txt. Donc vous avez ici toutes les infos et là, il va vous installer tous les paquets qui potentiellement peuvent vous manquer. Moi, bien sûr, je le fais en route pour gagner du temps et c'est une machine de test, mais faites-le en simple utilisateur, c'est toujours préférable. Ensuite, il faudra faire un Python setup.py install et vous verrez qu'après, il va être installé. Vous pourrez directement l'appeler en faisant vol. Vous voyez, il se lance là directement. La première chose à faire, ça va être bien sûr de récupérer une image mémoire. On pourra voir ça dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse pour savoir comment on peut extraire la mémoire d'un ordinateur. Mais ça se fait globalement assez facilement avec VirtualBox. Nous, on va aller dans un dossier où j'ai déjà préparé directement une image pour qu'on puisse travailler dessus. Donc ici, j'ai une image qui s'appelle pc3.img. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va la charger dans Volatility. Et pour ça, on va utiliser l'option "-f et on va faire pc3.img. On appuie sur Entrée et là, il va nous demander tout un tas d'options. Donc, on peut appuyer sur "-h pour avoir l'ensemble des options. Là, on est sur la Volatility, la version 3. Et vous voyez, en fait, on a des options pour faire différents paramétrages sur les plugins et sur les dossiers de sortie et autres. Ça va pas forcément nous intéresser au début. On a ici pour les bannières, on a sur les infos sur le fichier, on a toutes les infos sur les commandes pour Linux, pour les images concernant Mac et on a également celle pour Windows. Donc là, nous, on va travailler avec un Windows et on va essayer de récupérer des informations. Donc là, ici, vous avez le Show OS et Kernel Details. Donc là, on va regarder ce qui va nous intéresser. Donc nous, on va prendre ici cette commande-là. On va faire un petit clear et on va retaper vol -f pc3.img et on va récupérer cette information-là. Là, ici, il nous dit qu'il a trouvé les symboles directement dans le fichier associé pour Windows. Pour avoir la version du kernel, on a le fait que ce soit un 32 bits. Ici, le numéro du build, donc on est sur un Windows 7 SP1, donc vous l'avez ici. Et après, sinon, on pourrait retrouver la version ici, directement la version 6. Vous allez sur Internet, vous cherchez la version 6 et vous retrouvez. L'idée étant d'aller chercher un peu plus d'informations, de ne pas rester uniquement sur ces premiers éléments. Donc là, par exemple, on va essayer d'aller chercher le nom de l'ordinateur. Donc pour ça, on va aller chercher par exemple les variables d'environnement. On en a tout un tas de variables d'environnement qui sont plus ou moins intéressantes et plus ou moins importantes. Vous voyez, ici, on récupère pas mal de choses. Par exemple, sur le computer name, donc ça, on le verra après, l'username. Et ici, vous voyez, ça a tendance à boucler un petit peu. Donc nous, au lieu de se taper toutes les variables d'environnement à la main, on va les filtrer en fonction de ce qui nous intéresse. Par exemple, on va commencer par chercher toutes les informations sur l'utilisateur. Donc, on va récupérer le résultat
et on va mettre par exemple un user et on va voir tout ce qui va nous sortir qui peut contenir potentiellement user. Donc là, on voit qu'on a par exemple un CF data avec un Michel. On a un user profile avec Michel dedans. Donc le nom de l'utilisateur de l'ordinateur, c'est Michel. Donc là, on a déjà accès à cette information-là. Maintenant, comme on a dit, on va aller chercher le nom de l'ordinateur. Donc ça s'appelle computer name, la variable. On clique ici et là, le computer name, on voit bien que c'est we trust in win. Maintenant, si on voulait se dire qu'on voulait aller encore plus loin, aller chercher par exemple, je ne sais pas, des données. Ici, vous voyez, vous avez par exemple des processus qui sont affichés. Donc là, ce qu'on peut aller faire, au lieu de mettre nvar, on va aller faire pstree. Donc voir l'ensemble des processus qui sont avec leur arborescence. Ici, ça c'est une racine, ça c'est un processus enfant, et là c'est les processus petits-enfants, si on peut appeler ça comme ça. Donc là, on a la liste des processus avec leur date de création et tout ce qui va avec. Donc on pourrait travailler dessus. Après, par exemple, on peut aller chercher des choses qui sont un peu plus précises. Toujours, si on va dans les options, on a tout ce qui est lié au registre. On peut par exemple aller scanner des processus, on peut les lister, on peut voir les privilèges des processus. On peut aller voir tout ce qui est connexion réseau. Donc là, par exemple, on peut aller voir avec un netstat. Donc comme si vous aviez la main sur l'ordinateur en fait. Windows.netstat. Ici, on va voir les ports qui sont ouverts, les ports qui sont connectés. Donc on va laisser tourner un petit peu, ça prend un petit peu de temps. Ici, vous avez tous les ports qui sont ouverts, donc le 135. Et après, vous avez des ports un peu plus exotiques, le 445 pour tout ce qui est SMB. Ici, on voit les processus qui tournent en face de ces ports. Vous avez si c'est du TCP ou de l'UDP. Donc on récupère pas mal de choses. Après, on a des choses qui sont plutôt liées directement à l'environnement utilisateur avec les mots de passe. Donc là, on peut déjà aller dumper les hashes, par exemple, des utilisateurs. Donc on va faire ici un hashdump. Donc on clique sur ça. Là, on récupère les identifiants des utilisateurs qu'on pourrait par exemple aller casser. Ici, si on se rappelle bien de la dernière vidéo que j'avais faite, on pourra aller récupérer celui-ci. Donc on va aller le copier et on va voir si on peut retrouver son mot de passe. On va aller sur crackstation.net, hop, on va coller notre hash et on va le craquer. Et donc là, le mot de passe, c'est summer. Donc on a le compte utilisateur, on a le mot de passe. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Après, si par exemple, on n'a pas pu le craquer, on peut partir sur un LSAdump qui est directement dedans. Et vous voyez, par contre, ici, les résultats sont quand même globalement pas très bons. Et c'est là où je préfère la version 2, où vraiment on peut régler les profils, on peut aller vraiment plus en détail, mais les commandes sont tout de suite beaucoup plus compliquées. Et je vous ferai une prochaine vidéo sur vraiment des extractions de fichiers et autres, et là on le fera avec la version 2. Pour que vous ayez les deux commandes, vous voyez un petit peu mieux comment ça fonctionne. Je ne sais pas si vous connaissiez cet outil-là, mais moi je le trouve vraiment très utile. On peut analyser tout un type de mémoire, que ce soit des mémoires Android, du Linux, du Mac et autres. Et il y a tout un tas de plugins qu'on peut rajouter en complément pour aller plus en détail, par exemple comme Mimikat, ça se fait très bien, qui fonctionne pour aller accéder à certains éléments de la mémoire. Et on peut accéder à l'ensemble des fichiers. Dites-moi si vous aimez ce type de vidéo, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur du forensic. Pensez à récupérer le guide qui se met dans la description. Il est offert et vous permettra en tout cas de bien débuter en cybersécurité. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!